Bonsoir à tous, ici Julie Landry. Bienvenue à votre émission spéciale sur l'avenir de l'éducation en français en Colombie-Britannique. Cette émission spéciale vous est présentée en direct sur ICI Radio-Canada Première et sur Facebook Live. Le 26 septembre dernier, la juge Laurel Russell de la Cour suprême de la Colombie-Britannique déposait son jugement de 1600 pages sur l'éducation en français en Colombie-Britannique. Victoire partielle pour certains, défaite pour d'autres. Tous s'entendront pour dire que ce jugement complexe n'apporte pas toutes les réponses aux questions et surtout pas toutes les solutions. La lutte juridique n'est pas terminée, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait comme communauté francophone? Quel avenir voulons-nous pour l'éducation en français dans la province? Quel avenir rapproché et quel avenir à long terme aussi? Et je dis « nous » parce que ça nous touche tous. Ça me touche personnellement. Je dois préciser que j'ai 2 enfants dans le conseil scolaire à l'école Anne Hébert et ça touche surtout mes 4 invités de ce soir que je vous présente. D'abord, Sophie Brassard. Elle est présidente du Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique, diplômée de l'École des pionniers de Maillardville. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Monsieur Bertrand Dupin, qui est directeur général du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique. Bonsoir. Bonsoir, madame. Marie-Andrée Asselin, directrice générale de la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique. Bonsoir. Bonsoir. Et Joseph Pagé, qui est avocat, mais surtout ici parce qu'il est parent co-demandeur dans la cause juridique de l'École Rose des Enfants. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Andrée. Merci d'être là, les 4. Et à Radio-Canada, on s'est dit... Il est temps de parler du dossier de l'éducation. Nous, on en parle, mais que les gens en parlent aussi dans la communauté. Et c'est ce soir que ça se passe. Nous allons parler d'identité francophone, d'assimilation, de gestion scolaire et des procédures judiciaires qui finissent par user. Et on compte sur vous pour poser des questions et des commentaires. D'ailleurs, on en a déjà eu. C'est pour ça les papiers autour de moi. L'auditeur Régent Beaulieu a dit... Est-ce que les francophones et francophiles de la Colombie-Britannique sont suffisamment intéressés et engagés pour discuter d'un tel avenir? Eh bien, il semble douter de votre engagement. J'aimerais que vous ne lui donniez pas raison. Alors, et je pense que déjà, c'est fait. On a déjà beaucoup de commentaires et des questions. L'invitation est lancée. Merci à ceux qui ont déjà fait le pas. Ça explique donc les papiers que j'ai ici, mais nous invitons à continuer à le faire pendant l'émission sur la page Facebook de ICI Colombie-Britannique Yukon ou par courriel public.cb@radiocanada.ca. Alors, c'est parti. J'aimerais commencer cette émission en vous faisant écouter un extrait d'une émission produite en 1993 par Georges Perras qui a été diffusée quelques mois après la décision du gouvernement de créer la commission scolaire francophone dans la province. Et celle qu'on entend, c'est Martine Galli-Boisbars, qui est présidente de ce qui s'appelait alors l'Association des parents francophones de la Colombie-Britannique. La commission scolaire ou l'école francophone ou le programme francophone dans une communauté, en ayant une reconnaissance institutionnelle par le gouvernement de la Colombie-Britannique, donc par les citoyens de la Colombie-Britannique, pourra développer un sens d'appartenance autre que par quelques individus, mais peut-être par une collectivité d'individus qui sortiront de ce système scolaire-là. Un sentiment d'appartenance. C'est ça la différence entre les écoles du CSF et les écoles d'immersion, par exemple. Alors, ma première question pour Sophie Brassard, est-ce que vous l'avez senti, ce sentiment d'appartenance dans les écoles, dans votre école, à l'École des pionniers? Oui, alors, j'ai ressenti ce sentiment d'appartenance à l'École des pionniers, mais moi, j'ai été vraiment chanceuse. J'ai 2 parents québécois, alors j'ai toujours parlé en français à la maison. J'ai aussi passé 13 ans à l'École des pionniers, alors j'ai vraiment beaucoup parlé français et commencé à sentir une sorte d'appartenance à ma communauté. C'est vraiment... aussi à travers les activités du Conseil jeunesse que je représente aussi. Je suis la présidente du Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique. Et c'est vraiment, il y a 10 ans, j'ai fait mon premier Parlement jeunesse francophone, mon premier événement de cet organisme. Et c'est vraiment à travers, en partenariat avec le CSF, mais le Conseil jeunesse, que j'ai développé un peu une identité de franco-colombienne, un sens d'appartenance à ma communauté, des amis francophones, une vie en français. Donc, la preuve que ça ne se joue pas seulement à l'école, mais si on regarde l'école, M. Dupin, pensez-vous que le CSF réussit à créer ce sentiment d'appartenance?
Je le pense. Franchement, je le pense. Et en tout cas, je l'espère. Je pense que quand on a des partenariats comme avec le Conseil Jeunesse, c'est quelque chose qui est positif. Je vais prendre quelque chose de très personnel. J'ai 2 filles. Il y a un moment où je leur ai dit, voulez-vous quitter le Conseil scolaire francophone? Puis mes filles qui sont nées ici, qui sont francophones de la Colombie-Britannique, qui ont une mère qui est japonaise. Donc, vous voyez, un petit peu, pour moi, elles sont vraiment un exemple même de ce qu'est la francophonie en Colombie-Britannique. Qui vont à l'école Victor Brodeur à Victoria? Pour rien au monde, elles ne voudraient quitter le système francophone. Elles le vivent très bien, elles sont épanouies, du moins je l'espère, je les vois comme ça. Et tous leurs amis, je les vois de la même façon. Donc je l'espère. Je voudrais juste un petit peu rebondir sur Monsieur Régent. Quand je vois les passions, quand on a des rencontres avec les parents, les passions qui sont... Puis je comprends que des fois il y a des tensions, puis on peut parler d'Anne Hébert, j'ai côté de votre reportage. La rencontre d'hier, oui. Ouais. Mais les passions que ça développe, que les gens... Vous savez, il n'y a rien de plus important pour nous tous que nos enfants. Donc, quand on dit qu'ils ne sont pas trop engagés, voyons donc. Je pense qu'au contraire, les gens, on veut des choses pour nos enfants. On veut le meilleur pour nos enfants. Donc, je pense qu'il faudrait qu'ils viennent un peu plus souvent à nos réunions et ils verraient comment les gens sont passionnés. Marie-Andrée Asselin, vous avez 3 enfants qui fréquentent l'école des pionniers. Vous êtes d'un couple exogame. Donc, c'est vraiment aussi un exemple typique de la Colombie-Britannique. Donc, encore plus difficile de créer ce sentiment d'appartenance. Est-ce que l'école vous aide à le faire? Ça aide, d'après vous? Oui, parce qu'il faut, il y a l'école, il y a la communauté, puis il y a la famille. Donc, quand la famille doit accommoder 2 langues, puis souvent plus que 2 langues dans nos communautés francophones ici en Colombie-Britannique, à ce moment-là, la communauté et l'école prennent tout leur sens pour pouvoir appuyer le parent francophone pour la passation le transfert linguistique de la langue française à nos enfants, mais aussi de créer ce sentiment d'appartenance-là à la communauté francophone, parce qu'on ne veut pas que nos enfants soient des anglophones, des assimilés, puis pas passer notre bagage culturel à nos enfants. Donc, c'est vraiment important d'avoir le triangle, là. À la fois l'école, à la fois la communauté, puis tous les organismes communautaires qui offrent toutes sortes de services puis de programmation, puis la famille aussi. On a eu des commentaires à ce sujet-là. Frédéric Gonzalez, dont les enfants vont à l'école Rose des Vents, qui dit il y a trop de parents non francophones qui envoient leurs enfants dans les écoles francophones et ce sont des ayants droit. Hein. Les ayants droit, ce sont ceux qui ont le droit d'envoyer leurs enfants par la Constitution en éducation en français. Ils demandent pourquoi pas une conversation obligatoire en français avec les parents avant qu'ils inscrivent leurs enfants dans une école du CSF. On comprend que le CSF ne peut pas les refuser. Mais il y a aussi Gertrude Labonté qui dit comment le CSF peut conscientiser les parents qu'une école francophone en milieu minoritaire, ce n'est pas pour apprendre le français, les écoles d'immersion existent pour ça, mais pour vivre la francophonie. Et donc, Joseph Pagé, vous n'êtes pas le CSF ou la Fédération des parents, mais est-ce que ça, c'est une frustration comme parent de voir des enfants non francophones dans les écoles francophones? Non, mais il faut faire attention parce que l'article 23 a des aspects réparateurs. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui n'ont pas eu le plaisir ou le choix d'envoyer leurs enfants au conseil scolaire. C'est-à-dire qu'ils ont été obligés d'envoyer leurs enfants à des écoles anglophones. Donc, l'article 23, c'est certain qu'il protège les ayants droit, mais protège aussi ceux qui ont perdu leur langue et leur culture. Il faut les ramener, ces gens-là. Pendant plusieurs années en Colombie-Britannique, il n'y en avait pas d'école francophone. Maintenant, il y en a, il faut les reprendre. L'autre question, comme l'a soulevé Mme Asselin, puis je suis entièrement d'accord avec son commentaire, c'est que l'école, c'est une pierre angulaire. C'est une des pierres nécessaires à la culture et à la langue. Mais il y a aussi à la maison, il y a le centre culturel comme exemple, il y a le conseil jeunesse. Donc, ça nous prend, et Radio-Canada, qui est très important, ça nous prend ces services-là, ça nous prend ces entités-là pour pouvoir justement assurer la survie de la langue et de la culture. On a une question d'une auditrice, Marie-Hélène, pour Sophie, qui dit « Très peu de jeunes francophones poursuivent leurs études au CSF, au secondaire par exemple. Dans ton expérience, quelles étaient les initiatives, les programmes, les activités qui vous ont encouragé ou qui ont encouragé les jeunes de rester dans le CSF? » Eh bien, comme j'ai mentionné plus tôt, les activités du Conseil jeunesse ont vraiment eu un grand impact sur moi. C'est... Pour ceux qui le connaissent peut-être moins bien, cet organisme, on représente les intérêts des jeunes d'expression française dans tout le territoire de la province de 14 à 25 ans.
Et il y a une vingtaine d'activités, d'événements organisés à chaque année. Donc, moi, en 9e année, j'avais entendu parler du Parlement jeunesse francophone de mon frère qui était allé une couple d'années avant et j'avais vraiment hâte d'y aller. Et je suis arrivée dans cet événement incroyable de 4 jours, organisé par des jeunes, pour d'autres jeunes. Et ça a vraiment été comme un coup de cœur pour moi. J'ai continué à participer à ces activités-là. Et j'ai rencontré plein de jeunes de partout en province. Et aussi, comme à travers certains voyages du CSF qu'on a pu se revoir, j'ai fait ces contacts-là, des amis. Puis ça m'a donné une sorte de... un goût de vivre en français et de rester à l'école. Et malgré des petites classes, j'avais un plus gros réseau, plus gros que juste l'école des pionniers. J'avais maintenant des amis partout en province. Alors, c'est vraiment à travers... pour moi, personnellement, comme les voyages et les activités du Conseil jeunesse. Ça m'a vraiment gardé là. Votre sœur a fait la grande traversée, puis ça n'existait pas quand vous étiez là, et vous étiez un peu jalouse pour ça. Ma sœur est vraiment chanceuse. Déjà, elle a eu plein de voyages que j'ai pas eu. Puis mais regardons vers l'avenir, M. Dupin. Il y a déjà des choses. Je sais que vous travaillez pour la rétention des jeunes au secondaire. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Où est-ce que ça s'en va pour encore davantage garder les élèves au secondaire, au CSF? Première chose, je pense que depuis 2-3 ans, on a fait de gros progrès. Juste pour l'année dernière, on a eu une augmentation secondaire de 11,3%, donc ce qui est énorme. Hein, et chaque année, on a cette rétention. Il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que le CSF, par sa structure, n'a pas des écoles secondaires partout. Donc, quand vous regardez, en fin de compte, on compte 6 écoles qu'on appelle homogènes, c'est-à-dire où les enfants francophones ont leur école. Puis, on a 5 ou 6 qui sont hétérogènes, où on donne quelques cours, puis il y a des endroits où il n'y a rien. Donc, à partir de certains moments, à partir de la 7e ou de la 8e, certains enfants qui aimeraient garder. Alors, quand on regarde les chiffres, on se dit, il y a une rétention énorme. Je peux vous dire tout de suite, les derniers chiffres qu'on a du 30 septembre montrent qu'en 8e, on a perdu 100 élèves. Donc, en 8e. Mais on sait que peut-être 70% de nos écoles n'ont pas de 8e. Donc, dans un sens, c'est ça qui est le problème. Dans les chiffres, ne nous disent pas tout. On a beaucoup de travail à faire, même là où on a des secondaires. Je le dis tout de suite, c'est évident, il y a des choses à faire. On travaille avec la fédération, on veut travailler avec tout le monde, avec le Conseil jeunesse. On travaille fort là-dessus. Je pense qu'on est sur une bonne voie. Puis oui, il faut penser aussi à des choses, par exemple, je vais prendre André Piola. André Piola, pas de secondaire, il s'est écroulé petit à petit. On recommence cette année en le reconstruisant. On a, je crois, 24 ou 25 élèves, etc. C'est quand même fantastique parce que la concurrence dans cette région-là des autres écoles est énorme. Et c'est vrai qu'on est attiré par des plus grandes écoles, par des équipes sportives, Exactement. Des programmes culturels. Ouais. Donc je pense qu'il y a du travail à faire, qu'il y en ait encore, heureusement, puis tant mieux. Mais nous sommes sur une bonne voie à ce niveau-là. Il y a une question, puis je pense que c'est encore vous, M. Dupin, qui devrez la répondre, mais je veux bien accueillir vos commentaires aussi. Une question de Julien Picot, et ça va encore plus loin, après le secondaire. Est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il devrait y avoir une stratégie claire du CSF et de ses écoles pour créer des passerelles avec les universités et le monde de l'entreprise? En résumé, y a-t-il un véritable partenariat avec des personnes, des institutions externes au corps professoral du CSF sur la préparation de nos jeunes pour les prochaines étapes de leur vie professionnelle? Ça, puis je pense que M. Paget et puis Mme Assin vont pouvoir répondre. C'est vrai que c'est une faiblesse de la Colombie-Britannique. Du côté socio-économique, il n'y a pas grand-chose après en français. On peut travailler pour le fédéral, mais il n'y a pas. Nous sommes le plus gros employeur francophone, en fin de compte. Et il est vrai que nous avons une faiblesse, c'est qu'après 20 ans d'existence, nous recrutons très peu de nos élèves qui voudraient être enseignants dans le système. On essaye d'y remédier. On a actuellement 7 ou 8 de nos anciens élèves qui sont devenus enseignants. Quelques-uns qui sont direction ou direction adjointe. Je pense à Rose Desvents. C'était une de mes anciennes élèves qui est devenue, c'est pas de ma faute là, grâce à moi, mais elle est devenue direction adjointe. C'est ce que nous voulons vraiment bâtir. Et puis c'est ce qu'on discutait ce matin ensemble. C'est que nous voulons vraiment offrir des occasions professionnelles. Mais il y a aussi des choses il y a des organismes, par contre, qu'il faut prendre leurs responsabilités. On a parfois des organismes qui vont employer une secrétaire qui vient du Québec, etc., etc. Je pense que notre personnel, nos élèves sont très adaptés, sont très compétents. Il suffit de regarder où ils vont après au poste secondaire. Et c'est un autre défi, ça. Monsieur Paget, vous avez un enfant au secondaire, donc il va bientôt se lancer dans le monde professionnel post-secondaire. Sentez-vous qu'il y a un besoin ou que c'est comblé à l'heure actuelle?
Non, parce que lui, ce qu'il pense faire, c'est de s'en aller dans une université francophone. Puis là, si on veut faire ça, l'Université d'Edmonton, le Collège Saint-Jean, mais si vraiment on veut s'épanouir, il faut aller en Ontario, il faut aller au Québec, il faut aller au Nouveau-Brunswick. À moins d'aller en éducation ou en administration publique à SFU et à UBC. C'est ça. Donc, si on veut faire d'autres choses, il faut partir. Donc, je pense qu'il pense. C'est une faiblesse, mais aussi, il faut se rendre compte qu'on n'a peut-être pas les nombres non plus en Colombie-Britannique. On est au CSF, il y a combien d'enfants? 5 000 enfants? 5 700. Ouais. Donc, c'est difficile. 5 706. 5 706, voilà. Donc, je pense que en ayant de l'avant, peut-être que ça peut être un objectif, mais je pense que pour l'instant, ça va être difficile de développer ces programmes-là. On a parlé de l'après, mais il y a aussi la préparation avant le CSF. Et Marie-Andrée Asselin, c'est un peu votre spécialité, la petite enfance. On va en parler dans quelques instants. Juste rappeler aux auditeurs que vous écoutez cette émission spéciale sur l'avenir de l'éducation en français en Colombie-Britannique. C'est Julie Landry qui vous parle. Si vous nous suivez sur Facebook Live, sur la page d'ici Colombie-Britannique Yukon, écrivez-nous vos commentaires, continuez à le faire et vos questions directement sur cette page-là. Et aussi, vous pouvez nous envoyer des questions et des commentaires par courriel public.cb@radiocanada.ca. Cette émission spéciale vous est présentée en direct sur ICI Radio-Canada Première et sur Facebook Live. Revenons donc sur cette question d'identité francophone et le rôle du CSF et à quel point ça peut commencer jeune. Il y a Lucie Ferrari qui nous a écrit « Ma fille a 8 mois et demi, j'aimerais qu'elle développe de fortes compétences linguistiques en français. Difficile de trouver des garderies. Est-ce que ce serait possible pour le CSF et les autres organisations francophones, et là je vous regarde, Marie-Andrée Asselin, d'offrir des services, de les étendre à une plus grande population? Par exemple, la garderie à Rose-des-Vents commence à 13 mois. Est-ce que ce serait possible de commencer à 12 mois? Et elle dit « Merci mille fois pour tout le travail que vous faites pour maintenir la francophonie vivante dans notre province. » Alors, la petite enfance, Marie-Andrée Asselin. Oui, c'est tellement important, la petite enfance, parce que c'est là que tout se développe. Quand on parle, par exemple, du développement du cerveau, c'est à partir de la 36e semaine de grossesse que les connexions se forment au niveau du langage, avant même toutes les autres formes de développement du cerveau, la sociabilité et tout le reste. Donc, il faut vraiment commencer, même quand le bébé est en gestation dans le ventre de la mère, à lui parler en français, à faire des comptines, des chansons et tout ça, pour vraiment que l'enfant puisse développer la langue française en tant que première langue. Il y aura probablement 2 premières langues s'il naît en Colombie-Britannique, mais au moins, en tout cas, d'avoir une forte compétence là, au niveau du français. Et donc, dans l'avenir, est-ce qu'il y a ces possibilités, comme Mme Ferrari, d'offrir des programmes encore plus jeunes? Absolument. Oui. Moi, ça fait 15 ans que je suis à la Fédération des parents et c'est incroyable le développement qui a eu lieu dans les 15 dernières années en Colombie-Britannique. On a maintenant une vingtaine, en fait, de garderies préscolaires, prématernelles, garderies. C'est vrai que la plupart, c'est pour des enfants de 3 et 5 ans, mais on y travaille. Et en fait, on s'est donné un défi à la Fédération des parents dans les prochains 2 ans, appuyé par notre organisme national, la CNPF, de vraiment ouvrir plus de garderies parce qu'on voit les grands besoins, puis on voit l'importance pour les parents d'avoir ces services-là dès le plus jeune âge, mais aussi l'importance pour la pérennité de la communauté francophone. Parce que quand on perd ces enfants-là, après ça, c'est difficile. Aller les chercher. Aller les chercher, ouais. C'est très difficile parce que la famille, il faut comprendre, la famille va avec qu'est-ce qui est le meilleur pour son enfant puis qu'est-ce qui est le plus facile pour elle. Donc, si par exemple, il y a des programmes francs départ qui sont offerts dans sa communauté, les petits matins à Vancouver, donc la famille peut commencer à tisser des liens avec d'autres familles qui ont des enfants du même âge et tout ça. Ensuite, ils vont à l'école francophone puis c'est là qu'ils commencent à entrer dans le réseau de la francophonie. S'il n'y a pas ces services-là à la petite enfance, à ce moment-là, les liens vont se tisser, mais du côté anglophone. Puis après ça, cette famille-là est perdue, là. Et un autre moment où il y a un risque de perte, et j'en parlais notamment avec le directeur du Conseil jeunesse, Rémi Marien, et je vais vous poser la question, Sophie.
il y a un genre de trou entre l'école, la fin de l'école, et l'implication dans la communauté francophone à travers les associations, ou d'assister à une rencontre de l'association locale, c'est genre pas super cool pour un 18 ans. Qu'est-ce qui pourrait être fait, d'après vous, pour que les jeunes adultes, comme vous avez 24 ans, là, du Conseil jeunesse 18-24 ans, continuent à être engagés dans cette communauté? Oui, alors, j'étais juste en train de penser à ça aujourd'hui, comme du fait que je suis même impliquée dans la francophonie. J'ai eu une couple d'années après le secondaire où je faisais absolument rien en français. J'ai étudié en anglais SFU et je commençais à un peu perdre mon vocabulaire. Et vraiment, c'est en continuant à faire du bénévolat au Conseil jeunesse. Et c'est le Conseil jeunesse qui m'a vraiment offert l'opportunité de être sur un conseil d'administration. J'aurais jamais pensé à ça avant. Il y a quel élève au secondaire qui décide que ça serait quelque chose qu'ils veulent faire, comme il n'y en a vraiment pas beaucoup. Alors, c'est vraiment, je pense, aux organismes de venir offrir des opportunités comme ça, des opportunités dans la gouvernance, mais des emplois, d'aller vraiment chercher les jeunes, d'aller les séduire, de leur offrir des modèles accessibles aussi de personnes comme eux autres qui ont des emplois au CSF ou ont des emplois dans la Maison de la francophonie à Vancouver. C'est vraiment, je pense, comme ça que tu vas amener des jeunes à vouloir s'impliquer dans leur communauté. Ça ne va pas nécessairement juste venir d'eux autres. Il faut que quelqu'un leur montre les possibilités, les implique, aille les chercher. Et à l'intérieur de l'école, même pour l'après-scolaire, pour ceux qui sont déjà au secondaire, et peut-être que M. Pagé, vous pouvez parler. Il y a quelqu'un qui a demandé, Claire Rioux, elle dit « Mes enfants ont étudié à l'école Victor Brodeur il y a quelques années. Ce qui m'avait déçu, c'était l'absence de service de garde. Là, maintenant, je crois qu'il y en a, mais est-ce que c'est un service de garde qui est disponible partout? » Peut-être M. Pajot ne peut pas me répondre. Madame Asselin, service de garde après école avec des activités en français, encore une fois, pour donner la chance aux gens de parler français. Ça existe partout? Il y a une dizaine de garderies en milieu scolaire, donc avant et après l'école, qui existent dans les écoles du conseil scolaire. Puis s'il y a d'autres parents qui ont des besoins, ils peuvent nous appeler, puis on va les aider à démarrer le service. On sait que c'est dans plusieurs régions un besoin criant de la part des parents. L'école finit un peu tôt pour les parents qui travaillent. Et dans notre province, il y a beaucoup de parents qui travaillent. Les deux parents travaillent. Donc, c'est des besoins qui sont criants. Et à la Fédération des parents, on appuie les groupes de parents qui veulent démarrer de tels services. Monsieur Dupin, vous voulez ajouter? Juste pour rajouter, si vous me permettez, c'est que aussi, par exemple, dans beaucoup de garderies, il y a une liste d'attente incroyable. Et on est toujours un peu victime, puis je pense qu'à un moment, on en parlera, de notre succès. Oui. Mais parlons-en maintenant. Okay. On est victime mais de j'aimerais notre juste succès. dire quelque chose. Je pense aussi, que, vous savez, quand on parlait de ce trou entre la fin de la scolarité, etc., quand je parle avec les élèves de 12e année, tout le monde veut partir de la maison. Oui. 1 an, 2 ans, ils veulent avoir une coupure. Puis après, on revient, parce qu'on s'aperçoit que c'est bien plus pratique que maman lave le linge, que le repas, ou papa, etc. Ou à 18 ans, on est capable de laver son linge soi-même, mais message. moi, c'était pas mon cas. Donc, je pense que c'est normal. Et ce qui est important, c'est que quand on revienne à ses racines. Parce que quand c'est quelque chose qui est tracé, etc., et c'est ça pour moi qui est un succès, c'est que là, ces gens-là, et je le vois dans beaucoup d'écoles où les élèves reviennent souvent dans leurs écoles. Je suis jamais retourné dans mon école. Quand j'ai quitté le secondaire, je vais vous dire une chose, je suis jamais revenu. En revanche, j'ai vu beaucoup d'élèves revenir dans leurs écoles dans les écoles francophones. C'est comme revenir à la maison. Et pour moi, c'est plus intéressant, c'est plus stimulant, plus rassurant de les voir d'eux-mêmes revenir, pas parce que c'est le chemin que je faisais toujours, puis etc. C'est tout simplement, il y a un retour, et je pense que c'est une preuve de vitalité. Vous êtes d'accord, Joseph Pagé? Ben, c'est difficile, en Colombie-Britannique, encore une fois, parce qu'on est tellement peu. Quand on grandit, moi, j'ai grandi en Ontario, à 2 minutes du Québec, de la famille québécoise. Donc, il y a toujours ce lien-là à la francophonie, même si on vit dans un milieu minoritaire. Ici, en Colombie-Britannique, le Québec, c'est loin. Donc, on a quelques organismes. L'école étant centrale, malgré ce qu'a dit la juge Russell dans la décision au sujet des écoles qui n'aideraient pas l'assimilation. Je pense que tout le monde autour de la table, puis dans la salle de contrôle, n'est pas d'accord avec ce commentaire-là de la juge Russell. On sait que l'école est centrale. Sans l'école, ça ne fonctionne pas. Et puis, c'est ça. C'est la lutte qui dure depuis, pour chez nous, à Rose-des-Vents, depuis 2007, mais au CSF depuis 2010, puis même avant ça, la création du CSF. L'école est centrale. Sans ça, ça ne marche pas. Centrale pour l'identité francophone, mais est-ce qu'il y a Daniel Deschamps qui nous pose une question qui nous l'avait envoyée avant. Quels sont les avantages ou les désavantages de faire son secondaire en français
dans une province anglophone. Est-ce qu'après, c'est difficile d'aller aux études universitaires, au collégial, en français? Non, ouais, je suis d'accord. Ouais. Je suis tanné de l'entendre, celle-là. Oui. Mme Asselin aussi, M. Dupin, je suis certain aussi. C'est un avantage de faire son secondaire en français. Il n'y en a pas de désavantage. C'est un avantage. Sophie Brassard, c'est ce que vous avez fait. Vous êtes allée étudier, vous, en anglais après, en danse, précisons-le, ou en art? En danse. En danse, voilà. En danse contemporaine, en anglais. Ça vous a pas nui d'avoir fait vos études en français? Non, absolument pas. En Colombie-Britannique, comme tu vas parler anglais, tu vas apprendre l'anglais et comme au CSF, j'avais des excellents cours d'anglais et c'est comme impossible de pas avoir un bon niveau anglais, presque. Alors, pour comme certaines personnes qui quittaient l'école en disant comme je dois apprendre les maths en anglais, comme je comprenais pas ça, parce que premièrement, c'est des chiffres. Et comme tu vas te rattraper, comme je pense que c'est juste un avantage, comme Joe Paget l'a dit, comme d'avoir 2 langues, comme ça va juste te bénéficier et ça va rien t'enlever d'avoir appris, comme avoir un vraiment bon niveau de français en partant de l'école, comme tu vas vitement te rattraper. Moi, j'ai fait toutes mes études en français, puis j'ai fait mon cours d'ingénieur forestier en anglais. Il n'y a aucun désavantage. Il faut que les parents, ça les inquiète pour ces raisons-là, comme expliquait Sophie. Là. Ah, mais ils ne pourront pas accéder à l'université. M. Dupin va confirmer ça, là. C'est pas vrai. S'il y a quelque chose qui a déjà été prouvé, c'est que apprendre 2 langues, vivre 2 langues, c'est un avantage. Ça nous aide. C'est un avantage. D'ailleurs, il y a une auditrice aussi qui nous a envoyé par écrit un commentaire en anglais. Je vais le traduire. Evita Cyr Genter, dont les enfants vont à l'école en français. Et elle dit ça devrait être obligatoire d'apprendre le français dans les écoles. Elle est tellement fière que ses 2 filles soient éduquées dans le système scolaire. Les filles parlent anglais, français et espagnol couramment. Fantastique. Comment ça peut être un désavantage, n'est-ce pas, M. Dupin? Ouais, je pense que je suis tout à fait d'accord avec M. Paget puis, à ce sujet-là sur le secondaire. Puis, moi aussi, je me suis posé les questions quand j'ai eu mes 2 filles. Est-ce que je dois les mettre? Puis, parce que mon épouse est japonaise, donc j'ai lu beaucoup de choses. Et puis je pense que dans un monde aussi sur la flexibilité, d'avoir plusieurs langues aide tellement à s'adapter à différentes situations. Donc, je pense qu'il y a tout ce que vous avez dit avant, puis j'y adhère à 100% et vous le savez, mais je pense aussi qu'il y a cette flexibilité d'adaptation que nos élèves peuvent avoir. Puis oui, je pense que les 2 langues... Quand je suis arrivé au Canada, je pensais que tous les Canadiens parlaient français et anglais. Puis quand je lis, quand j'ai entendu ce que dit la juge Russell, ça me fait encore mal. Parce que j'ai choisi de venir ici et j'ai choisi pour cet objectif-là. On voulait ni être au Japon ni en France. On voulait être ici parce qu'on avait l'impression que c'était une terre où les différences... Oui, ça m'a extrêmement peiné, affligé, scandalisé ce que la juge Russell a dit. Justement, ce que la juge Russell a dit. Elle a dit en gros, si les écoles francophones sont des institutions importantes pour les communautés francophones et perpétuent un meilleur bilinguisme pour ceux qui les fréquentent, il est peu probable qu'elle ait un impact important sur le taux d'assimilation en Colombie-Britannique. En fait, elle dit, elles ne feront que prolonger l'inévitable. Et ça a frustré beaucoup de gens. D'ailleurs, je vous vois là dans les yeux, mais il y a déjà Lise-Anne Berry qui a écrit « Il est insultant de se faire dire par la juge Russell qu'il est inutile de construire une école puisque dans 20 ans, il n'y aura plus d'élèves francophones à Squamish. » Elle dit ceci dans un contexte où un grand nombre de parents anglophones font la queue pour envoyer leurs enfants en immersion française. Nous sommes plusieurs francophones dans le corridor Sea to Sky vivant dans un milieu anglophone depuis plus de 20 ans et notre français est tout à fait vivant. Pierre Elliott Trudeau s'est certainement retourné dans sa tombe en l'entendant dire ça. Ça faisait partie d'un commentaire qui nous a été envoyé. Bravo. Vous aussi, comment vous avez réagi, Marie-André Asselin, en entendant ou en lisant cette partie du jugement Russell? C'est évident que c'est très, très choquant pour nous qui militons, qui travaillons tellement fort pour notre francophonie, puis qui la vivons, notre francophonie. Quand on regarde toutes les rencontres, les organismes, j'étais à la rencontre de la Fédération des francophones il y a quelques semaines, la francophonie est tout à fait vivante. Il y a tellement de belles choses qui se passent dans toutes les régions de la Colombie-Britannique, des francophones qui font des activités extraordinaires, qui ont un gros taux de succès partout dans la province. On ne peut pas dire qu'il y a qu'on est voué à l'assimilation. Là. Je veux dire, de toute façon, si on regarde les statistiques, les taux d'assimilation, oui, sont épeurants. Oui, mais en même temps, 70 %. Oui, mais en même temps, ils ne changent pas depuis 20-30 ans. Là, c'est les mêmes taux. Donc, à ce moment-là, je pense que si on a des institutions, des bonnes institutions, puis des institutions qui sont partout,
un secondaire qui est partout dans toutes les régions, là, on va pouvoir, puis des garderies aussi partout, peut-être des institutions postsecondaires en français, c'est là qu'on va pouvoir vraiment réduire le pourcentage d'assimilation. Sophie Brassard, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste dire que comme c'est... son commentaire de la juge reflète vraiment pas comme qu'est-ce qu'on voit dans nos activités au Conseil jeunesse et qu'est-ce que je vois chez les jeunes que je rencontre. Pour vous donner un exemple, on a notre événement Les Jeux francophones de la Colombie-Britannique à chaque année qui accueille comme à peu près 140 jeunes. Cette année, on a eu 120 inscriptions en 48 heures et on a dû rejeter une tonne d'applications. Alors, c'est vraiment comme on voit ce dynamisme-là. Notre organisme grossit, on atteint de plus en plus de jeunes qui ont un amour pour le français et qui veulent vraiment participer à nos événements, participer à des événements culturels, garder leur français après le secondaire. Et c'est vraiment, s'il y a une assimilation, c'est à cause d'une... Comme, c'est pas à cause qu'on le veut pas. C'est comme un manque de ressources et des choses hors de notre contrôle. Mme Landry, lisez encore le passage de la juge Russell, parce que j'ai pensé à quelque chose, mais là, je l'ai oublié. OK, donc elle dit, si les écoles francophones sont des institutions importantes pour les communautés francophones et perpétuent un meilleur bilinguisme pour ceux qui les fréquentent, j'ai l'impression que c'est ça qui vous cloche, il est peu probable qu'elles aient un impact important sur le taux d'assimilation en Colombie-Britannique. Est-ce que les écoles du CSF sont là pour perpétuer un meilleur bilinguisme? Pour tout le respect que je dois à Mme Russell comme juriste, parce que je sais que c'est pas facile d'être juge, surtout quand il y a de la preuve comme ça, là, c'est difficile, elle se trompe. Les écoles francophones du CSF, ce n'est pas pour le bilinguisme. Le bilinguisme, c'est pas là. On va pas à l'école du CSF pour le bilinguisme. On va là pour le français et la culture. L'anglais, comme Sophie l'a dit, c'est une maladie en Colombie-Britannique. Ça s'attrape. C'est comme un rhume, ça s'attrape. Faites-vous-en pas, vos enfants vont apprendre l'anglais. On va au CSF justement pour la langue et la culture. C'est ça, c'est la question centrale des écoles. Mais il y a une question qui nous a été envoyée. Il y a des gens qui nous ont demandé d'ailleurs pourquoi il n'y a pas plus d'écoles d'immersion française. Ce soir, vous n'êtes pas là pour pouvoir répondre à cette question-là. Mais il y a une dame qui dit, Mélissa Chang, pourquoi mes enfants ne peuvent pas fréquenter les écoles du CSF? Oui, j'ai seulement l'éducation d'immersion de 7e année jusqu'en 11e année à Ottawa, mais je parle plus de français que mon ami né au Québec, donc son ami qui est ayant droit, et elle, son fils peut fréquenter vos écoles. Ça ouvre la porte. Est-ce qu'on laisse la porte, ouvrir la porte du CSF aux non-ayants droit? Non, on a déjà des difficultés avec les familles exogames et les enfants qui nous arrivent qui parlent en anglais. Eux, il faut s'en occuper. C'est des ayants droit, c'est la charte qui le permet, qui l'oblige, c'est bien correct. On ne peut pas commencer à ouvrir les portes à tout le monde d'autre. Même s'ils parlent français, un très bon français? Là, il pourrait avoir des exceptions. Puis c'est une question juridique encore. Il y avait la politique du CSF qui le permettait, mais qui ne le permet plus maintenant. Peut-être qu'après les procédures juridiques, ça va s'ouvrir encore. On pourrait faire des exceptions, mais il faut que ça soit des petites exceptions parce qu'à l'école, tout doit se dérouler en français. On a déjà des difficultés avec les enfants qui parlent en anglais dans les couloirs, là. Il faut que ça se passe en français. Donc, il faut faire attention aux gens qu'on accepte à l'école. Sophie Brassard, avant? Moi, je dirais que je ne suis pas entièrement d'accord avec toi. Et que, comme jeune qui allait au CSF, je dirais que des fois, c'était un jeune venant de la France qui parlait plus anglais qu'un autre. Alors, et j'ai aussi un ami qui parlait jamais français à la maison, mais qui était un vraiment bon exemple à l'école. Alors, je pense qu'il faut un peu faire attention d'exclure les personnes basées sur leur famille aussi. Comme ça définit pas comme qu'est-ce qu'un jeune va devenir, puis qu'est-ce qu'il va avoir envie de faire avec sa vie. Alors. Parce que est-ce qu'il y a une possibilité de créer ce sens d'appartenance à une communauté francophone, à cette identité, si on n'est pas ayant droit? Ben oui, je pense que la francophonie, le visage de la francophonie est en grand changement ces dernières années et les catégories d'ayants droit, en fait, sont assez restreintes puis ne permettent pas de calculer toutes les ou de comptabiliser ou d'inclure certaines familles qui sont plus francophones que des familles ayant droit. Donc, à ce moment-là, en élargissant un petit peu, en y allant cas par cas, évidemment, en s'assurant qu'il y a vraiment une connexion avec le français, que les enfants parlent français, qu'à la maison, ils vont avoir le désir de parler en français. Je pense qu'il y a moyen d'élargir un petit peu, en faisant attention, évidemment, mais pour pouvoir refléter cette nouvelle francophonie à multiples visages. Les gens voyagent beaucoup, les gens, au niveau du travail, sont appelés à avoir toutes sortes de situations familiales. Donc, à ce moment-là, soyons un petit peu plus inclusifs. Je pense qu'il y a une certaine latitude qu'on pourrait avoir
en y allant cas par cas, puis en regardant vraiment cette appartenance-là à la francophonie pour chacune des familles. Vous vouliez ajouter quelque chose, M. Dupin? Moi, je suis plutôt d'accord avec M. Pagé. Je comprends. Puis là, on parle peut-être de deux choses. On parle de la francophonie, puis on parle de l'école francophone. La francophonie, c'est sûr qu'on souhaite que les gens viennent. L'école francophone, c'est autre chose. Et puis, oui, je comprends. Puis oui, d'abord, moi, j'aimerais dire qu'il y a l'article 23. Bon, pour l'instant, et puis je respecte les lois, puis c'est mon rôle de respecter les lois, etc. Donc, il y a ce point-là. Puis, dans les cas exceptionnels, il y a tellement de pression qui sont. On l'a vu, on l'a vécu au CSF quand il y a eu, comme vous l'avez dit, cette possibilité-là. Ouverture de politique où on acceptait des non-ayants droit. Quand on va dire, pour un élève de plus, par exemple en maternelle, vous allez avoir 2 classes. Parce qu'il y a un nombre maximum, vous êtes à 22. Et là, il y a, qu'est-ce qu'on va prendre, etc. Puis si on en avait un de plus, on aurait 2 enseignants à la place d'un seul. C'est difficile de résister à cet appel-là. Hein? Et puis, on est tous, moi, il y a toujours une chose qui m'a toujours surpris, puis c'est un lieu commun qu'on utilise tous, c'est, il y a un anglophone à la table, on est 50 francophones, on va tous parler anglais. Oui. Oui. Donc, c'est ça qui me fait un petit peu peur là-dessus. Puis je comprends vos points de vue, vous avez tout à fait raison. La francophonie doit être ouverte, doit être accueillante. L'école francophone... Justement, on a une question qui a un lien direct avec ça. Thibaut Maillard qui a envoyé une question sur Facebook. Quel genre d'interaction y a-t-il entre le CSF et les programmes d'immersion du Vancouver School Board, la commission scolaire de Vancouver? Il semble qu'il y a une opportunité loupée de créer plus de synergie et de promouvoir ensemble le français. Est-ce que ça serait... Donc, il y a les écoles avec les ayants droit d'un bord et les autres, mais est-ce qu'il y a possibilité de créer plus de synergie? Je veux bien répondre à ça, puis faut pas oublier une chose, c'est que nous sommes une minorité. Ouvrir nos portes d'un seul coup à une majorité, c'est un espèce d'appel d'air. Donc, il faut, puis on en parlait ce matin sur les élèves d'immersion, par exemple, aux Jeux francophones. Quand on a fait notre partenariat, j'ai voulu mettre un frein en disant d'abord, parce que c'est nous qui finançons une partie, hein, et puis j'ai dit... priorité aux élèves du CSF. Du CSF. Par contre, puis le Conseil jeunesse, et Madame l'a dit tout à fait, est là pour la francophonie. Oui. Et j'ai dit, moi, j'aimerais qu'on limite que ça. Puis, 2-3 ans après, une fois qu'on a passé des bases, avoir des élèves d'immersion qui viennent, ça, c'est plus un problème. Mais il faut, avant d'ouvrir d'un seul coup les portes, parce que moi, j'ai commencé quand c'était les programmes cadres. Puis c'était tout à fait autre chose. Le système, c'était avant le conseil scolaire. Donc, c'était des écoles francophones, mais à travers des commissions scolaires anglophones. Croyez-moi que là, il y avait ce mélange. Et on arrivait... Puis on était broyés par ça. Donc, je pense que pour une fois, on remonte un petit peu. Et puis, il faut donner des bases solides. Et puis après, accueillir. Mais je reste sur la même chose. Il y a francophonie et école francophone. Il y a des questions notamment au sujet du jugement Russell qu'on va essayer de répondre dans quelques instants. On va prendre une petite pause juste avant. Je vous rappelle que donc cette émission spéciale se déroule sur Facebook Live. Si vous écoutez la radio, vous voulez voir mes beaux invités, vous pouvez le faire et écrire directement. Donc c'est sur la page Facebook d'ici Colombie-Britannique. Yukon, vous pouvez aussi envoyer des questions et des commentaires par courriel public.cb@radiocanada.ca. Cette émission spéciale vous est présentée en direct sur ICI Radio-Canada Première et sur Facebook Live. Les invités continuent à discuter quand les micros sont fermés. Il y a des questions liées directement au jugement Russell. Lise-Anne Berries demande, pouvez-vous nous aider à déchiffrer le jugement de la juge Russell en ce qui concerne l'école de Squamish? C'est très, très précis. Je pense que, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut se lancer ici. Moi, tout ce que je pourrais dire, c'est que la Fédération des parents et le Conseil scolaire a proposé à toutes les communautés francophones par le biais des associations de parents, s'ils veulent avoir plus d'informations sur le jugement, sur la cause juridique, sur l'appel qui a été lancé, on va se rendre dans les communautés et on va faire une présentation spécifiquement pour leur école. Et vous débarquez en grand, là, secrétaire, trésorier, directeur, l'avocat, les directrices de toutes les associations. Et à ce moment-là, on mettra vraiment l'emphase sur l'école particulière ou la communauté dans laquelle on pourra se rendre. Parce que c'est vrai que c'est très compliqué. 1601 pages, c'est très, très difficile de décortiquer tout ça en quelques secondes. Mais Mme Landry, le Squamish, j'oublie dans quelle catégorie qu'elle tombe, là, mais si l'auditeur veut m'envoyer la question, je peux fouiller la partie Squamish
voir, mais je peux lui envoyer une petite réponse. Une auditrice, d'accord, je Ah, ferai ok, le bon, message. Il y a Jerry O'Neill qui dit, il est parent de 2 filles à Jules Verne. Il dit, mes enfants sont bouleversés par le jugement Russell au sujet du témoignage de M. Allison et le soutien du CSF maintenu à son endroit. Donc, Sylvain Allison, je précise, secrétaire trésorier, qui a été critiqué par la juge Russell. Alors, il demande, M. Dupin, que devrais-je dire à mes filles à ce sujet? Et il souhaite aussi une réponse de Mme Asselin à ce sujet. Alors, M. Dupin, le CSF a réitéré sa confiance envers M. Allison. Je ne suis pas la personne, je ne suis pas le CSF. Moi, Oui. mais le conseil d'administration, c'est le conseil d'administration qui a réitéré sa confiance. J'ai mon opinion personnelle, elle n'intéresse personne parce qu'elle est personnelle, donc sauf moi. Mais donc, ce n'est pas à moi de commenter la décision du CA à ce sujet-là. Et juste pour M. O'Neill, je ne me permettrai pas de donner des conseils à M. O'Neill. Je suis sûr qu'il éduque parfaitement ses filles. C'est plutôt à lui que j'en demanderai pour D'accord. mon Bon. cas. Vous échangerez des conseils plus tard. Madame Asselin? Ben, c'est une question assez pointue, là, Oui. puis je pense que ça va peut-être un petit peu à l'encontre, ou en tout cas, c'est parallèle pas mal à vos sujets d'aujourd'hui. Tout ce que je pourrais dire, moi, c'est que j'ai côtoyé Sylvain parce qu'on est toutes les deux très impliqués au niveau de la cause juridique, et Sylvain est très dévoué à la cause juridique, et il a fait vraiment tout ce qu'il était capable de faire pour la cause juridique. Il s'est très dévoué. C'est un homme de cœur, et Mais je pourrais demander peut-être plus large, quelle est l'importance de la confiance de la communauté sur la possibilité du CSF d'entretenir des bonnes relations avec le ministère, d'entretenir des bonnes relations avec les conseils scolaires anglophones où il y a négociation sans cesse? L'importance de ces relations, et l'importance de la confiance des parents, quelle est-elle, Joseph Pagé? Je comprends très bien l'inquiétude. Hein? M. O'Neill, c'est pas le seul. Puis c'est important. Vous avez mis le doigt dessus. Le secrétaire de trésorier, c'est lui qui négocie avec la province puis qui négocie avec les conseils scolaires. Quand un juge dit qu'elle n'a pas confiance dans le témoignage du secrétaire de trésorier, ben là, ça soulève plein de questions. Il y a plein de raisons pourquoi la juge aurait conclu ça. Elle a seulement écrit un paragraphe, donc on n'a pas tous les détails. Mais elle parlait de son ton agressif. Et à un moment donné, est-ce que, parce qu'on a accusé le CSF d'être un peu trop mou, si je me souviens bien, même c'était les parents de Rose Divan qui disaient « allez bouger », est-ce que s'il a brassé la cage un peu, c'est pas là d'où vient le commentaire de la juge Russell? Ben c'est ça, c'est difficile. Hein? Elle a écrit un paragraphe, on ne connaît pas exactement tous les détails, mais elle, dans sa conclusion, elle a dit ben si j'avais le choix entre une réponse de M. Allison ou d'un autre témoin, je choisissais la réponse d'un autre témoin. Aïe, aïe, aïe. Ça devient difficile. Puis je comprends l'inquiétude des parents parce que, bon, ils voient le secrétaire trésorier comme étant la personne qui fonce, la personne qui négocie. Puis, bon, quand un juge dit ça, c'est inquiétant. Je vais passer à une nouvelle question, changement de sujet complet. On reparlera aussi de gestion scolaire dans quelques instants. Marie-Hélène qui dit « Le conseil scolaire a peine à maintenir des effectifs importants au secondaire. » On parlait de cette question de rétention. Quel soutien, campagne de publicité ou des ateliers envisagez-vous pour encourager les familles à encourager leurs jeunes à demeurer au CSF jusqu'à la 12e année? Est-ce qu'il y a des campagnes de publicité qui sont planifiées? Ben, non, pas vraiment, parce que de toute façon, je vais vous dire, moi, j'aimerais pas qu'on me fasse une publicité pour savoir comment je vais éduquer mes enfants. Je pense que c'est chacun pour soi. Mais je pense que, par exemple, les actions du Conseil jeunesse sont notre meilleure publicité. Ou quand je dis sont, je veux pas dire qu'ils appartiennent au CSF, mais des écoles francophones. Donc, je pense que c'est une excellente vitrine, je dirais. Et Sophie, est-ce que vous avez l'impression que vous avez cet espace au Conseil jeunesse dans les écoles pour montrer les modèles dont vous parliez plus tôt pour encourager les jeunes à rester à l'école? Je pense qu'on a un vraiment beau partenariat avec le CSF, comme j'ai mentionné plus tôt en ce moment. Alors, on est vraiment présent dans plusieurs des écoles du CSF avec beaucoup de nos programmes et nos activités. Alors, on est quand même capable d'avoir un impact sur plusieurs jeunes. On a quand même des défis au Conseil jeunesse. Qu'est-ce qu'il faudrait de plus? Oui, exactement. Plus de ressources organisationnelles, financières et organisationnelles. Et on a vraiment un problème à atteindre les jeunes en région. Alors vraiment, on a, par exemple, juste un bureau à Vancouver. Il faudrait peut-être des antennes à Victoria, ailleurs. On veut vraiment avoir un impact sur comme le plus de jeunes que possible, à cause que, comme moi, je suis un résultat des programme du Conseil jeunesse, j'aimerais vraiment qu'on soit capable d'atteindre plus de jeunes avec nos programmes, nos initiatives.
qui est en fait l'important, c'est vraiment d'aller chercher les gens par les gens. Oui. Donc, c'est le bouche à oreille, c'est l'expérience, c'est de montrer, parce qu'en tant que parents, on veut que nos enfants réussissent, on veut que nos jeunes réussissent. Alors, de voir des modèles de jeunes qui réussissent, c'est vraiment C'est la clé. ça, c'est la clé. Moi, je pense qu'aussi, l'autre aspect, c'est qu'en tant que parent, il ne faut pas avoir peur de la tyrannie. Quand on est chez nous, on dit à nos enfants, vous allez à l'école en français. Moi, ça arrive souvent, mais on va aller étudier en anglais parce qu'à Churchill, on offre X, Y, Z. C'est bon, mais non. Vous allez à l'école en français, puis quand vous avez fini en 12e année, choisissez ce que vous voulez faire après. Vous allez étudier en anglais, en japonais, allez-y. Mais jusqu'en 12e année, c'est en français. Êtes-vous prêt à faire un sprint final? Il nous reste 15 minutes, puis on a au moins 10 questions. Donc, je vais vous demander de répondre assez rapidement aux prochaines questions ou aux commentaires. Thibaut Maillard dit, le CSF devrait faire plus d'efforts de communiquer notre programme aux anglophones. Il y a une très grande incompréhension du public anglophone sur notre raison d'être. On est souvent vus comme des gens qui sont privilégiés et qui rouspètent toujours. On voit aussi que les médias anglophones ne s'intéressent pas trop à notre cause. Êtes-vous d'accord avec M. Maillard qu'il faudrait parler de notre programme? Parler de notre Marie-André programme, Asselin? absolument, mais ça, en tout cas, pour moi, c'est le travail puis la responsabilité du ministère de l'Éducation. Sur le site du ministère, par exemple, il faudrait qu'il y ait une grande importance à donner au programme de langue française, une explication sur qu'est-ce que c'est l'école francophone et le double mandat de l'école francophone pour que vraiment les gens puissent comprendre du côté anglophone c'est quoi le double mandat, là, à la fois éducatif, mais à la fois d'augmenter la culture, la construction identitaire, puis l'appartenance à la francophonie aussi. Monsieur Dupin? Je veux dire, je vais revenir au jugement de la juge Rossol. J'avais jamais vécu ça, moi. On m'avait raconté des histoires d'horreur où des gens comprenaient pas ou critiquaient les francophones. Puis je l'avais jamais vécu. C'est pour moi étrange et je dirais blessant que ça vienne d'un juge qui nous montre cette incompréhension-là. Et je pense que oui, maintenant, je vous le dirais, au début, moi, je le vivais pas. Donc, j'ai jamais eu de remarques anti-français, etc. Là, j'en ai une. Je pense que peut-être, oui, il faudrait qu'on investisse, au moins pour la juge, en tout cas. Mais je suis d'accord avec Mme Asselin. C'est le ministre de l'Éducation qui ne défend pas l'article 23. C'est à lui à expliquer aux citoyens comment ça fonctionne puis pourquoi il investit dans ces programmes-là. C'est bon. Nous, en tant que citoyens, on a un devoir de le faire, là, mais nous, on peut seulement rejoindre un certain nombre de personnes. Sur la question de la gestion scolaire, il y a Sophie Dansereau qui a écrit « Puisque le conseil scolaire semble plus intéressé à promouvoir ces écoles en région que de trouver des solutions pour sauver les écoles débordantes du Grand Vancouver, est-ce que le temps serait-il venu de créer un conseil scolaire francophone du Grand Vancouver? » Bonne question. Ça, c'est une bonne question parce qu'en Alberta, eux, ils ont 3 ou 4 conseils scolaires. Ah oui. Et puis ici, je pense que dans les débuts du conseil, on avait soulevé dans les années 90 la décision Vickers de 3 ou 4 conseils scolaires. M. Dupin a peut-être quelque chose d'autre là-dessus. Non, je vous laisse. Mais c'est peut-être. Intéressant. Peut-être Qu'est-ce que vous en pensez, M. Dupin? Moi, je n'en pense rien. C'est pas pour ça, mais je pense qu'on part sur des faits qui sont faux. Je peux vous dire, venez au CA public, parce que pour huis clos, vous n'avez pas le droit, mais et M. Pageillet, on parle beaucoup plus des écoles de Vancouver que de la toutes les région, autres. d'accord. Après, le reste, c'est un autre débat, mais je pense que c'est un débat. Mais est-ce que c'est trop, 39 écoles dans une grande province si immense? Ça ne serait pas mieux de scinder ça en petits conseils scolaires, à votre avis? Oui, moi j'ai toujours été plus favorable des petites choses. D'accord. Mais pas spécialement pour ça, mais il faut comprendre aussi que ça va être aussi des sous. Il ne va pas falloir faire répartir comme ça, parce que je vais vous donner un exemple. Un exemple d'une école à Vancouver. Je ne vais pas vous donner les noms, mais un élève, on doit dépenser à peu près 7 000 $. Pour une école ailleurs, c'est 26 000 $. Donc vous imaginez, parce qu'il faut mettre un directeur, une secrétaire, etc. Quand vous en avez. Donc il faut imaginer que ça ne sera pas, on va mettre un nombre par école ou de moyens, etc. C'est que ça sera toute une autre répartition, et c'est ça qui est pour moi un peu l'obscur. Et j'aime le fait aussi qu'il y ait cette francophonie de Colombie-Britannique et pas un morcellement de... Donc, comme vous le faites au Conseil débat. Jeunesse, oui. Sophie, donc d'aller regrouper vous seriez d'accord que tout reste ensemble? J'ai pas trop réfléchi à la question, mais comme par exemple, on a établi un conseil étudiant provincial avec le Conseil jeunesse et le CSF. Alors, on a des représentants de jeunes de partout en province qui travaillent ensemble, qui font des projets, qui ont une représentation dans le CA du CSF. Alors, personnellement, comme j'aime qu'il y ait comme un ensemble et que les jeunes en région puissent avoir des liens avec des jeunes des plus grandes villes et
à cause de l'isolement linguistique dans certaines communautés, comme moi, je trouve personnellement que c'est le fun qu'ils puissent aller dans des événements avec des jeunes de plus grande école et vraiment comme faire un partage. Alors, c'est juste mon opinion. On a eu un commentaire, c'est intéressant parce que ça touche un commentaire précédent, Pauline Gobeil, qui répond à la question de M. O'Neill au sujet du jugement Russell à l'endroit de M. Allison. Elle dit que M. O'Neill devrait expliquer à ses filles que M. Allison a travaillé d'arrache-pied pour faire le mieux pour la cause. Elle dit, j'ai travaillé pendant plusieurs années avec Sylvain et je peux vous dire que c'est extrêmement frustrant de faire affaire avec le Vancouver School Board, le ministère. On devient la balle de ping-pong avec laquelle ils s'amusent. Ça, c'est aussi la réalité. Joseph Pagé. Il y a quelque chose d'important là, au VSB, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça a été annoncé, c'est M. Guy Bonnefoy, qui était l'ancien secrétaire trésorier du CSF, qui est maintenant secrétaire trésorier par intérim au VSB. Le prédécesseur de Sylvain Allison. Puis lui devrait connaître les problèmes quand même assez bien du CSF. C'est certain qu'il ne va pas négocier en faveur du CSF. C'est pas un employé du CSF, c'est un employé du VSB. Mais au moins, d'avoir quelqu'un en place qui comprend, ça devrait peut-être nous aider. Autre question. Et puis un bonjour à Pauline. On est des grands amateurs de Mme Gobeil. Alors, autre question, changement complet, mais il y a deux auditrices qui nous avaient envoyé cette question avant par rapport au recrutement et à la reconnaissance des diplômes aux enseignants francophones en Colombie-Britannique. C'est difficile d'en avoir. Patricia Colbert qui demande, pourrions-nous établir des liens étroits avec les facultés d'éducation pour garantir suffisamment d'enseignants francophones? Sandrine Laroche qui dit, est-ce que la reconnaissance des diplômes d'enseignement pourrait être facilitée et moins coûteuse, d'autant que l'on cherche régulièrement des professeurs de langue française, notamment au CSF. Monsieur Dupin. Oui, ben là, je relançais ça sur le ministère. C'est pas nous qui donnons la certification aux enseignants. Et le ministère a ce qu'ils appellent le TRB, Teacher Regulation Branch, et je suis tout à fait d'accord. Quand je suis arrivé ici, ou quand les gens du Québec arrivent ici, ou d'ailleurs, il faut qu'ils passent, par exemple, un cours d'anglais supplémentaire, ou il faut qu'ils passent... Je suis arrivé de France, j'ai enseigné depuis 12 ans en France, il a fallu que je passe des cours d'histoire du Canada, qui était sur l'histoire européenne. Donc, j'ai pas vraiment compris parce que j'en sortais. Donc, tout à fait. Mais ça, c'est encore... Mais est-ce que vous n'avez pas un rôle à faire pour faire du lobby auprès de la province? Croyez-moi qu'on en fait. Croyez-moi qu'on fait des lettres d'entente à tir de bras même, etc. Parce qu'on considère que le personnel est certifié quand il vient. Là, on est très, très à cheval. Mais croyez-moi, mais c'est vrai qu'on a ces règlements du ministère. Il nous reste 10 minutes. On va prendre une toute petite dernière pause et après, on parle de cette lutte. Est-ce qu'elle vaut la peine d'être vécue, d'être poursuivie? Vous avez encore le temps d'envoyer des commentaires sur public.cb@radiocanada.ca ou sur Facebook Live directement sur notre page Facebook d'ici Colombie-Britannique, Yukon. Alors, cette lutte, vaut-elle la peine d'être poursuivie? Elle a déjà coûté 17 millions de dollars au Conseil scolaire francophone. Une lutte qui se joue depuis des années au Canada. On pense au Arsenault Cameron, au Mahé. On pense à même le Saint-Jean-Terre-Neuve cette semaine qui disait, bon, deuxième école francophone à Saint-Jean, une poursuite judiciaire en vue. On pense au Yukon. Je salue les auditeurs du Yukon qui ont passé aussi des années devant les tribunaux. Ça use à la fin. Et d'ailleurs, nous avons eu un commentaire d'une certaine Constance Pagé, qui est la maman de Joseph Pagé, je veux le préciser. Elle dit, à la longue, tu as presque le goût de baisser les bras. Elle dit, les élus en Colombie-Britannique ont besoin d'être éduqués face à notre réalité. La Cour suprême du Canada a donné raison à la cause des parents de Rose des Vents, mais ne donne aucune prescription. Ça prend quoi? Une révolution? Bon, on voit que la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Et elle dit, j'en ai marre de toujours quémander et d'être toujours poli. Alors, cette lutte-là, on la poursuit juste devant les tribunaux ou on fait un groupe de lobby. Il y a Sophie Dansereau qui demande, y a-t-il un lobby d'éducation francophone qui existe et parle en notre nom au gouvernement provincial? Où est-ce que ça doit aller dans l'avenir pour faire bouger les choses? Marie-Andrée Asselin? Bien, il y a plusieurs façons. La cause juridique, c'est une des façons, mais chacun des francophones doit faire sa lutte
quotidienne avec nos enfants, avec nos conjoints anglophones, avec nos communautés dans nos écoles pour pouvoir développer toute la communauté francophone. Il ne faut jamais baisser les bras. Je pense que nos enfants en vaut la peine et la communauté francophone en vaut la peine aussi. Puis tant qu'il va y avoir des parents convaincus et des parents engagés, puis ça, je le vois, là, il n'y a aucun désengagement des parents. Là, depuis 15 ans que je travaille à la Fédération des parents engagés, j'en vois tous les jours dans toutes les communautés. Même si leurs propres enfants ne bénéficieront même pas probablement de cette lutte-là. Absolument. Puis ça, c'est le cœur, je pense, de notre communauté, la force des parents, la force des gens francophones qui bâtissent cette communauté francophone. Qui sont souvent des parents francophones nés ailleurs. Sophie Brassard, je ne sais pas si vous allez être maman un jour, mais est-ce que vous croyez que cette lutte-là, on doit la poursuivre et que vous voudrez la poursuivre pour peut-être vos enfants un jour? Oui, je pense absolument que ça doit continuer. Et tu parlais beaucoup des parents engagés, mais je dirais aussi qu'il y a des jeunes engagés dans cette cause et on les reconnaisse vraiment et qu'on les inclut dans la communauté et qu'on pense vraiment à avoir une communauté, une culture actualisée et vraiment pas rester dans le passé avec qu'est-ce qu'on pensait qui était la francophonie avant, mais il faut vraiment comme rester dans le présent et écouter les jeunes et écouter qu'est-ce qu'ils veulent et développer l'identité franco-colombienne. Et je pense que c'est vraiment là-dedans que donc, pas juste devant la francophonie. Pas juste devant les tribunaux. Il y a Sandra Beaton qui a dit « Cette bataille de langue, surtout lorsqu'on parle de nos langues officielles, est épuisante. On est en 2016. C'est temps de les accepter également. Nos politiciens provinciaux devraient être des leaders en promotion de la dualité, implication, en appuyant nos deux langues officielles. » Ou qu'est-ce qu'on doit faire avec les politiciens là-dedans, Joseph Pagé? Ben, c'est difficile en milieu minoritaire parce que c'est pas une priorité. Hein? On n'a aucun pouvoir politique. Donc, pour eux autres, les votes des francophones en Colombie-Britannique, là, ça vaut pas cher. Donc, tout ce qui nous reste, c'est la négociation. Puis quand ça tombe à l'eau, comme dans le cas de Rose-des-Vents, il faut passer devant les tribunaux. Moi, en tant que juriste, je voulais pas y aller à la cour. Je voulais absolument négocier. Parce que je sais que moi, que ça prend du temps, ça coûte cher, des efforts, des frustrations, c'est difficile, ça prend du temps. Mais quand on nous accule au pied du mur, on n'a plus le choix. Mais est-ce qu'on doit faire venir quand même de jouer cette carte de la politique? Il y a Micheline Pelletier qui écrit qu'elle a vu, elle, les locaux de ses yeux. Elle dit « J'inviterais M. Trudeau à voir l'état des lieux, gageant qu'il ne se ferait pas de selfie avec ses écoles en arrière-plan. » Bertrand Dupin, est-ce que les députés fédéraux, au moins, ou provinciaux, est-ce qu'il faut aller là plus? Je pense qu'il faut tout faire. Je pense, on a eu la chance d'avoir une commission du Sénat qui est venue. Oui. Je pense que M. Pagé, puis on leur a expliqué. Sophie Brassard a d'ailleurs fait une présentation devant le comité sénatorial. Et j'en ai fait une aussi. Oui. Et puis je pense qu'ils ont été surpris. Je pense, ou alors ils feignaient la surprise, mais je pense qu'ils ont été vraiment surpris de notre situation. Et je pense qu'il faut essayer tous les moyens. Puis j'aime beaucoup ce que vous avez dit, et puis ça m'a rappelé, si vous me permettez, une petite métaphore. Oui. C'est qu'autrefois, quand on construisait une maison, on plantait l'arbre 25 ans avant pour qu'il grandisse. Puis après, 75 ans avant. Puis on le faisait sécher 75 ans. Et c'était 150 ans après qu'on construisait la maison. Mais je pense que c'est un peu notre rôle. Oui, on ne le verra peut-être pas, cette francophonie, mais on n'a pas le droit de laisser tomber ça. Dernière question, vous avez 30 secondes pour répondre. Est-ce que vous êtes optimiste face à l'avenir de l'éducation en français en Colombie-Britannique? D'abord, Sophie Brassard. Oui, je suis absolument optimiste pour le futur de la francophonie. Je le vois constamment dans les événements du Conseil jeunesse. Je vois la jeunesse qui adore le français, qui se voit vivre en français. Et je suis aussi vraiment heureuse d'avoir cette conversation. Et je dirais qu'il faut continuer à en avoir, peut-être avoir une table ronde mensuellement ou de juste continuer à en parler. Oui. C'est vraiment important et ça ne va pas se régler en 60 minutes non plus. Monsieur Dupin, vous êtes un optimiste? Oui. Et puis oui, je pense que c'est un avenir parce que je pense aussi qu'à derrière la francophonie, il y a des valeurs. Et puis quand j'écoute un peu la politique mondiale et principalement vis-à-vis de nos voisins, là, je pense que la francophonie a des réponses. J'entends beaucoup parler de business, etc. Puis je pense que la francophonie apporte cette valeur aussi humaine, humaniste, etc. Et donc oui, je l'espère en tout cas pour le monde. Marie-André Asselin?
Tant qu'on va avoir la chance de continuer d'avoir du plaisir en français, la francophonie va être bien vivante en Colombie-Britannique. Alors moi, je suis très, très positive par rapport à l'avenir de l'éducation et l'avenir pour nos enfants aussi, qui vont continuer à parler français dans 20 ans, dans 50 ans, puis dans 100 ans. Monsieur Pagé, vous qui êtes autoproclamé chialeux, là, êtes-vous optimiste, vous? Oui, on est des francophones, oui. Absolument optimiste. Écoutez, nous autres, on est arrivés en 1646 de la terre natale de M. Dupin, puis on est encore ici. C'est ça. Fait que, D'ailleurs, il y a un commentaire, on peut conclure avec ça. Richard Bouchard qui dit « Pour sauvegarder notre langue, il faut qu'on puisse la faire entrer dans le cœur des enfants, pas juste dans la tête. » Donc, c'est déjà la fin de cette émission-là, spéciale sur l'avenir de l'éducation en français. Mais si on disait, comme Sophie, que c'est pas plutôt le début, hein, le début d'une conversation, le début d'une réflexion, le début d'un débat, je remercie tous ceux qui ont participé. C'est un engouement qui est rafraîchissant et porteur d'un avenir pour la francophonie. Malheureusement, là, toutes les questions et commentaires n'ont pas pu être lus, mais presque tous. Vous avez fait du bon travail, assez rapide, mais je vous invite à poursuivre la discussion sur la page Facebook d'ici Colombie-Britannique Yukon, aussi sur la page web régionale de radiocanada.ca. Vous verrez d'autres articles dès ce soir jusqu'à samedi au moins. Merci sincèrement, chers 4 invités. Sophie Brassard, présidente du Conseil jeunesse, Bertrand Dupin, directeur général du Conseil scolaire francophone, Marie-André Asselin, directrice générale de la Fédération des parents francophones, et Joseph Pagé, donc parent co-demandeur dans la cause juridique de l'École Rose des Vents. Merci sincèrement de votre participation et ça ne fait que commencer. Merci d'avoir été à l'écoute. Ici Julie Landry, je vous dis à la prochaine.